Pour parler du double éthérique, c'est très intéressant parce qu'il semble que le monde est de plus en plus mêlé concernant le concept du double éthérique. On n'est plus capable de faire aujourd'hui la différence entre le double éthérique, l'ajusteur de pensée, l'esprit, s'il y a une différence ou une nuance à faire. Ce que je peux dire, c'est que depuis toujours, l'homme s'est inventé des dieux extérieurs à lui-même, des créations de son imagination, de son mental, de son esprit, et qui correspondent à ses attentes, à ses aspirations, son désir de perfection, son insécurité, ou le besoin d'être guidé, d'où par exemple le double astral ou le guide astral. Alors ce que je me demande, c'est si le double éthérique n'est pas une autre ou un autre de ces concepts forgés par l'esprit et que l'on considère à tort comme un être réel. Comment est-ce qu'on peut percevoir la réalité du double ? Il va falloir nous expliquer d'abord c'est quoi le double éthérique. Ce concept-là, je pense qu'il vous appartient dans le sens que je n'ai jamais vu de référence au double éthérique dans aucune espèce de littérature. Bon. Il y a une dimension du psyché que je voudrais essayer de faire comprendre, saisir à l'homme. L'homme, c'est de l'énergie, l'être humain. Il possède un corps matériel que l'on identifie facilement. Il possède un corps vital que l'on aussi peut identifier facilement. Il a de l'émotion. Il a de la mentalité. Tout ceci, on peut identifier. Bon. Tout ceci, c'est de l'énergie. Plus ou moins dense, mais c'est de l'énergie. Bon. Si l'homme, dans ses principes matériels, dans ses principes expérimentaux, on arrive un jour à une fusion avec son essence, sa lumière, son esprit, sa réalité, le taux vibratoire de tous ces principes inférieurs monte. Le taux vibratoire de son corps matériel monte, son corps vital, son corps émotionnel, son corps mental. Ceci crée une nouvelle condition électrique de l'homme. Ça, c'est son double éthérique. Autrement dit, si vous amenez dans l'homme un nouveau taux vibratoire d'énergie dans ces principes inférieurs automatiquement doivent s'élever en vibration. Il y a automatiquement transmutation. Sur un plan plus pragmatique, bon, prenons le cas de Sainte Thérèse d'Avila ou des grandes mystiques de la chrétienté. Donc, vous avez cette petite bonne femme qui entre en contact avec une énergie qui vient d'un espace-temps parallèle très élevé. Elle, ses principes, vibratoirement parlant, montent en vibration. D'abord, au niveau matériel, elle lévite. Tous ses corps changent, sa conscience change. Donc, elle vit beaucoup plus éthériquement
que matériellement. Elle vit beaucoup plus en relation avec une autre dimension que les dimensions matérielles de sa conscience. Le corps éthérique de l'homme, c'est la même chose. Plus l'homme va se conscientiser, plus il va subir la descente dans ses principes, sur le plan mental, émotionnel, vital et physique, de cette énergie qui est son essence, son esprit. Le processus de fusion de cette énergie qui est son essence avec ses principes matériels planétaires va créer une condition qui permettra à l'homme de passer d'un plan à un autre à volonté. Donc, qui lui créera un corps éthérique. Le corps éthérique étant la transmutation totale de la conscience atomique de son corps matériel, vital, émotionnel et mental. Donc ça veut dire qu'on ne vient pas au monde avec un corps éthérique? Non, non, non. Le corps éthérique se crée, il se forme, il se transforme. Plus la transmutation de l'âme est très importante. Quand un être humain meurt, il sort en astral. Donc, il entre dans une autre dimension, qui est la dimension astrale, et on vient le chercher, et on l'amène sur les plans de la mort. Quand l'homme conscient meurt, sa conscience mentale, sa conscience émotionnelle, sa conscience intégrale est tellement perfectionnée que quand il sort de son corps, il n'est pas attiré par la lumière de l'astral. Donc, il ne peut pas aller dans le monde de la mort. Il ne peut être attiré que par sa propre lumière. Sa propre lumière, c'est son double. Donc, il est amené à aller vers son propre monde. Il est amené à aller dans sa propre réalité, dans sa propre dimension. Il est peut-être amené à retourner même à sa planète d'origine, s'il a fini sur la planète Terre. Mais il ne peut pas aller dans le monde astral. Il ne peut pas être attiré par le monde astral parce que la vibration du monde astral est trop basse pour lui. Alors, ça veut dire qu'il y a une différence entre le double éthérique et l'esprit? Mais oui, il y a une différence entre le double éthérique et l'esprit. Le double éthérique, c'est la fusion, le résultat de la fusion de l'esprit avec la matière. Vous ne pouvez pas séparer. Le double éthérique, c'est le produit de... C'est comme la fusion, c'est le produit de... moi, je ne peux pas dire que je suis seulement mon esprit. Je suis obligé de dire que je suis mon esprit plus le personnage matériel qu'on appelle Bernard de Montréal. C'est un tout. Je vis le tout. Alors, au niveau du corps éthérique, c'est la même chose. Le corps éthérique, c'est le produit de l'activité, c'est le produit de fusion, de transmutation des principes, mais à partir de la lumière vers les plans inférieurs qui crée pour l'homme un nouveau principe d'actualisation lorsqu'il sort de la matérialité. L'homme a besoin d'un corps éthérique parce que si l'homme n'a pas de corps éthérique, il est obligé d'utiliser son corps astral. Et s'il est obligé d'utiliser le corps astral, il doit retourner au monde de la mort. Donc, l'homme de l'évolution ne doit pas mourir, parce que mourir, ça ne fait pas partie de l'évolution. Il peut laisser son corps matériel. Je fais la distinction quand je dis, ce n'est pas parce qu'un homme laisse son corps matériel qu'il meurt. Ce qui fait qu'un homme meurt, c'est que lorsqu'il laisse son corps matériel, il s'en va dans le plan astral. Un homme peut laisser son corps matériel et ne pas mourir. Mais lorsqu'un homme laisse son corps matériel et retourne sur une certaine longueur d'onde vers l'astral, qu'il passe dans le tunnel et qu'il les rejoint là-bas, à ramener, ça c'est la mort. Et l'homme nouveau ne vivra pas ceci, parce que sa conscience sera trop élevée. Il connaîtra trop les lois de la lumière astrale, il connaîtra trop les lois du mensonge. Même durant la vie matérielle, il sera au-delà du mensonge. Donc, évidemment, s'il a fini son terme sur le plan matériel, parce qu'il doit continuer son évolution, son travail sur d'autres planètes immatérielles, il a besoin d'un véhicule.
le véhicule de l'homme nouveau, ce sera le corps éthérique, de la même façon que le véhicule de l'homme ancien, c'était le corps astral. J'ai pris la définition du dictionnaire ici du mot éther. C'est un mot qui vient de la physique, qui a été inventé en 1703 et qui est décrit de la façon suivante. Éther, milieu subtil qui imprègne tous les corps et vibre sous l'action d'une source lumineuse. Aussi, l'espace ondulatoire. J'aimerais ça que vous fassiez un commentaire. Non, c'est intéressant comme définition, c'est bon. Quel commentaire? Le milieu subtil qui imprègne tous les corps et vibre sous Un l'action. milieu subtil qui imprègne tous les corps, c'est que si on considère l'éther comme étant un suppléant de la matière, effectivement, dans un suppléant matériel, l'énergie, puisqu'on ne parle pas de lumière, puisque c'est une définition scientifique, mais l'énergie passe, s'imprègne dans tout. Donc, l'énergie crée une relation étroite entre elle-même et la matérialité, et ça, c'est l'éthérique. Et l'espace ondulatoire, c'est correct comme... L'espace ondulatoire, c'est correct, malgré que c'est contradictoire en termes, parce que l'espace n'est jamais ondulatoire. Il veut dire que l'espace dans lequel il y a de l'ondulation. Mais l'espace ondulatoire en lui-même, c'est une contradiction en termes. D'abord, l'espace ne naît pas d'une ondulation de la lumière. L'espace naît d'une perception rigoureusement éthérique de l'astralité mentale de l'énergie de la conscience atomique des corps matériaux, qui donne à l'homme la conscience spatiale de son existence. Nous n'avons jamais défini ce qu'est l'espace. Il y a plusieurs façons de parler d'espace. Qu'est-ce que c'est l'espace pour un chien? L'espace pour un chien, ça n'existe pas. Pour un chien, l'espace n'existe pas. Il est simplement perçu. Mais il n'existe pas. Pour un homme, il existe. Pour un chien, pour un animal, il n'existe pas parce que pour que l'espace existe pour un animal, il faut qu'il ait la conscience de l'observation, de la faculté de perception, des dimensions rigoureusement limitatives de sa gestion par rapport à cet espace-là. S'il ne possède pas ceci, le chien, l'animal, vit en harmonie vibratoire avec l'espace. Donc, il ne va pas aller au-delà de ce qu'elle représente en tant que limitation matérielle. Tandis que l'homme, lui, peut essayer de dépasser les conditions purement limitatives de l'espace pour entrer dans une autre dimension. Donc, pour un animal, le concept de l'espace n'existe pas, ni pour la plante, ni pour le minéral. Donc, si le concept de l'espace n'existe pour l'homme, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'homme est arrivé à un certain niveau d'évolution capable de lui rendre, écoutez bien ceci, capable de lui rendre ou de lui donner la facilité à accéder à un autre aspect de lui-même. La seule raison pour laquelle l'espace existe, dans le cadre de la limitation psychologique de sa qualité que nous lui donnons, c'est parce que nous avons à aller plus loin dans l'existence, dans la révélation, dans la conquête, dans l'évolution, afin d'amener notre science psychologique de l'espace ou notre science physique de l'espace plus loin dans la conversion de l'énergie vis-à-vis les corps matériaux qui la composent dans leur totalité intégrale. Donc, l'espace pour l'homme matériel, je viendrai à l'aspect concret de ce que je veux dire quand je vais finir de parler. Pour l'homme matériel, l'espace n'est pas ce qu'il est en réalité. Il est ce qu'il est temporairement. Lorsque l'homme aura un corps éthérique, il aura une autre vision qui ne sera pas matérielle dans le sens de celle que nous possédons aujourd'hui, qui sera une autre vision, qui lui donnera accès à un autre espace. Dans cette vision autre, l'homme pourra regarder dans l'espace que nous vivons sensoriellement aujourd'hui et voir que dans notre espace, il n'y a aucune, faut que je crée un mot, il n'y a aucune spatialité volumétrique. La spatialité volumétrique est une conjoncture purement matérielle de nos sens primitifs animaux.
dans l'espace réel, qui commence au niveau de l'éther, parce que l'espace va beaucoup plus loin que l'éthérique, mais l'espace où il est le plus subtil, le plus réel, c'est au niveau du corps éthérique. Au niveau du corps éthérique, la matière n'a pas de qualité spatiale, volumétrique, donc un être humain peut facilement pénétrer n'importe quel royaume, matériel, plantaire, animal, et ainsi de suite, humain. Mais pour que l'homme puisse pénétrer dans une conscience fixe, matérielle, plantaire, animale ou humaine, il lui faut d'abord être capable de se créer un véhicule afin de pouvoir supporter l'absence de mouvement dans un médium qui est totalement lumineux. C'est comme si la salle ici était soudainement remplie de lumière, extrêmement intense, il faudrait que l'homme puisse être capable de soutenir l'absence de mouvement matériel dans cette intensité lumineuse. Et de volume. Et de volume. Ceci lui donnerait la capacité de sentir la lumière, donc au niveau de son esprit, de vibrer à sa fréquence, donc au niveau de son corps éthérique, commencer à se déplacer dans ses faisceaux. C'est ça le mouvement dans l'invisible. Mais nous avons un corps matériel qui est fonctionnel par rapport au royaume animal. Nous n'avons pas un corps matériel qui est fonctionnel par rapport au royaume de l'homme, parce que l'homme n'est pas encore arrivé sur la Terre. L'involution a servi à la création de la matière, du plantaire, de l'animal et de l'homme inconscient. Mais l'homme inconscient n'est pas un homme réel. L'évolution servira à créer l'homme réel, à perfectionner l'homme jupitérien et ensuite permettre que l'homme, au lieu de se propulser dans le temps pour avoir mesure expérientielle de sa dimension cosmique, il sera capable de s'imploser dans l'espace, ce qui lui permettra, en tant que conscience, d'investiguer toutes les propriétés matérielles qui existent sur le plan matériel, astral, mental, végétal, animal. Donc, l'homme sera non plus un être organisé, il deviendra un être organisationnel. Tandis qu'aujourd'hui, nous sommes des êtres organisés. Nous fonctionnons en fonction ou par rapport à des lois qui sont cosmiques et qui régissent le statut humain planétaire de notre planète. Nous ne sommes pas des êtres qui avons la liberté de transiger, de changer ou d'altérer les lois de cause et d'effet. Nous sommes obligés de vivre sous les lois de cause et d'effet. Et ceci fait partie du fait que nous avons signé un contrat, nous avons un partnership, si vous voulez, avec le plan de l'astral qui est le plan de la mort. Vous savez, nous n'avons pas encore compris qu'est-ce que c'est le plan de la mort. Pour nous, la mort, c'est quelqu'un qui meurt et qui s'en va de l'autre côté, mais ça va beaucoup plus loin que ça. Le monde de la mort, c'est un monde dont la masse psychique, c'est-à-dire la totale intelligence, manifestée à travers nos circuits, devient pour nous de la connaissance. Ceci fait que nous, les hommes de la Terre, nous ne sommes pas. Quand je dis que nous ne sommes pas réels, je dis que nous n'inscrivons pas dans le temps, dans l'espace. Nous n'inscrivons pas nos lois. Nous ne faisons pas nos lois. Nous vivons des lois qui nous sont appliquées à partir du monde de la mort, jusqu'à temps que nous ayons un mental suffisamment élevé en vibration pour pouvoir supporter le monde de la vie. Mais l'homme ne peut pas supporter le monde de la vie tant qu'il n'a pas reconnu le monde de la mort. Donc, nous sommes à une période aujourd'hui, évolution, transition, où l'homme se recherche dans le monde et où il sera amené au cours de la prochaine génération, des prochaines générations, à pouvoir vérifier par lui-même que le monde de la mort, qui dans le passé avait représenté la totalité de la masse psychique de l'humanité, à travers les actions communes de chaque homme, deviendra demain contesté par chaque homme, ce qui renversera la polarité du monde de la mort,
Ce qui fera en sorte que, au lieu que l'homme réponde au monde de la mort à travers une conscience expérimentale, le monde de la mort répondra à l'homme à travers sa volonté créative et captive de l'énergie de sa propre lumière dans l'éthérique. Donc, la mort deviendra pour l'homme au cours de la prochaine évolution une source énorme de pouvoir qu'il utilisera pour la science et la transmutation de la matière. Des plans les plus bas, les plans élémentaux, jusqu'aux plans les plus élevés. Donc, l'homme nouveau va être en quelque sorte obligé de contester la connaissance, puisque là où il y a de l'accumulation de connaissances, il y a de la mort quasiment. L'homme nouveau contestera toute connaissance. Toute. Il n'y a pas de connaissance qui vienne de la vie. Excusez ma voix, il n'y a pas de connaissance. Je ne parle pas comme ça parce que je suis protocolaire. Il n'y a... Pardon. Je m'excuse. Je vais vous redonner votre argent. Non, sérieusement, le rhume, c'est bon, ça. Il n'y a pas... C'est très difficile pour l'homme de concevoir que la connaissance ne fait pas partie du monde de la vie. Parce que l'homme pense, et penser pour lui devient de la connaissance. L'homme en arrivera à voir la différence subtile entre une pensée imprimée et une pensée créée. Mais une pensée créée n'est pas une pensée pensée, est une pensée dite. Et l'homme s'habituera à dire sa pensée. Il ne la vivra pas dans le mental. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il commencera réellement à réaliser et à changer le taux vibratoire de ses corps subtils. Il commence à transmuter. Et ça se fera à partir du point où il aura compris une chose. C'est que il pense qu'il pense. Qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans, l'ajusteur de pensée? Bon, l'ajusteur de pensée, c'est intéressant. L'ajusteur de pensée, c'est une entité de très haute évolution qui a été placée dans le mental de l'homme pour penser que l'ajusteur de pensée existe, afin que l'ajusteur de pensée, l'homme pensant qu'il existe, devienne un aspect guidant, lumineux de sa conscience évolutive. C'est dangereux. Je dis que c'est une entité. Une entité. J'ai pris la définition d'entité dans le dictionnaire. OK. Je vais revenir. Je ne veux pas laisser tomber ça. Parce que je vais aller plus loin. D'abord, il y a des concepts aujourd'hui dont nous nous servons pour aller un peu plus loin dans la compréhension de la phénoménologie de l'invisible. L'ajusteur de pensée, ainsi de suite, c'est un concept extrêmement puissant, qui, à travers le mental d'un homme qui n'est pas initié à l'occulte et à toutes ces sciences, lui permet d'aller plus loin dans la spiritualisation de son mental. Mais, je dis que viendra le jour où l'homme, quels que soient les concepts, verra à travers la forme, acceptera que la forme fut telle pour son avancement, mais verra toujours à travers la forme et ne pourra jamais vivre la forme d'une façon spirituo-émotive. Le danger dans la connaissance, ce n'est pas la connaissance elle-même, c'est l'émotion que nous mettons à nous attacher à elle. Il y a des concepts comme le concept de l'ajusteur de pensée, qui est un très, très grand concept, probablement un des plus beaux concepts de la métaphysique occulte du 20e siècle. Mais, si l'homme reste prisonnier du concept de l'ajusteur de pensée, il ne réalisera jamais que l'ajusteur de pensée, c'est lui-même. Donc, il créera, et ça, il ne le verra pas, il créera dans le monde mental, ou dans la partie mentale de l'astral, il créera des formes, là. Et ces formes deviendront tellement suffisamment puissantes pour vibrer dans son mental et lui faire croire, encore une fois, qu'il y a au-dessus de lui une hiérarchie. C'est ça le danger des concepts.
que ce soit le concept de l'ajusteur de pensée ou que ce soit n'importe quel concept occulte. Mais moi, je vous dis ceci parce que je suis dans une position où, pour moi, c'est facile de déchirer les voiles de la forme. Mais pour l'homme qui est en évolution et qui commence à entrer dans le processus de fusion, ce n'est pas facile. C'est pour ça que je suis obligé de dire que les concepts qui sont à la portée de l'homme aujourd'hui sont des concepts qui font partie des dernières tentatives des très hauts plans astraux de maintenir sur la conscience humaine le pouvoir de l'évolution à travers les plus hautes formes possibles de pensée, d'outils de compréhension. Je ne peux pas vous parler plus clairement que ceci. J'essaie de faire comprendre que l'homme, l'être humain, est un être intégral. Il est intégral. L'homme n'a pas besoin de plus haut ou de plus loin ou de plus avancé. L'homme est déjà intégral. Mais il n'a pas réalisé son intégralité, donc il n'est pas intégral. Je ne peux pas vous dire plus que ça. L'homme devra, au cours de l'évolution, réaliser son intégralité, et c'est ça la fameuse fusion, c'est ça la fameuse intégration, c'est ça la fameuse individuation. Tout le reste, ça fait partie de l'évolution de l'homme, ça fait partie de la connaissance de l'homme, ça fait partie de l'expérience de l'homme. Et je dis, et je le dis autant à l'est qu'à l'ouest, il n'y aura aucune limite utilisée par l'astral qui ne servira pas à garder l'homme dans la domination. Autrement dit, pour aller plus loin, il faut que j'écrive. Ça va? Bon, l'astral, c'est la domination de l'origine. Je vais parler de ceci. Pensez origine. Aussitôt que vous pensez origine, vous êtes dominé. Aussitôt que l'homme pense origine, il est dominé, parce que aussitôt qu'il pense origine, il veut une loi de cause et d'effet pour expliquer l'origine. Il veut un commencement pour se fixer dans le temps. Donc, il veut une finalité pour percevoir la finitude de sa conscience. Imaginez-vous si l'homme est con. Il veut une finalité pour percevoir la finitude de sa conscience. Il n'est pas capable, parce qu'il n'est pas dans son essence, il n'est pas dans sa lumière, il n'est pas capable de supporter le fait que l'origine n'existe pas. Que ce qui est originaire ne fait que partie de la transformation graduelle au cours des époques de certaines conditions d'énergie émanant de certains niveaux d'intelligence à travers l'utilisation de certaines mémoires qu'on appelle le monde de la mort. Mais l'homme a beaucoup de difficultés à retourner et aller au-delà de ceci pour vivre sa conscience d'une façon intégrale. Et c'est pour ça qu'il a besoin de souffrir. Parce que quand l'homme souffre consciemment, je ne parle pas de la souffrance inconsciente, quand l'homme souffre consciemment, il est obligé d'apprendre quelque chose. Tu ne peux pas souffrir consciemment, il ne peut pas comprendre quelque chose. Si tu souffres consciemment, tu es obligé de comprendre quelque chose. Si tu souffres inconsciemment, tu peux ne pas comprendre. Mais si tu souffres consciemment, tu es obligé de comprendre. Et c'est pourquoi la souffrance que l'homme de l'évolution connaîtra, elle fait partie intégrale de la limitation psychique de son moi cosmique. Si l'homme vivait son moi cosmique, autrement dit, s'il vivait l'intégralité de sa conscience, s'il était dans l'essence de lui-même, s'il n'y avait aucune disparité entre ses plans, s'il était capable d'aller autant dans le mental supérieur que de vivre le matériel, s'il n'y avait aucune discontinuité dans sa conscience, l'homme ne connaîtrait pas la souffrance. Il serait capable de faire la synthèse, de comprendre et d'ajuster ses vibrations au fur et à mesure que le besoin s'en ferait sentir.
Et il en arrivera un jour à passer d'un plan difficile à un plan plus subtil, ce qui fera partie de l'évolution. Mais dans le cas où aujourd'hui l'homme est, l'évolution ici et la période de transition, cette période qui est la plus difficile, c'est celle où il sera obligé de s'ajuster à ses habitudes. Nous avons des habitudes. Il y a quelqu'un qui me disait la semaine dernière, qui me disait, j'ai vécu la frousse de ma vie. J'ai dit, quelle frousse? J'étais dans mon lit, tout d'un coup, je me vois, je suis en dehors de mon lit, je suis au mur et je me regarde dans le lit. J'ai failli mourir. Vous vous imaginez? Le gars, il commence à se libérer un peu, il y a la peur, il y a la crainte de crever. Hein? Alors, l'homme, c'est évident que l'homme ne peut pas passer à des expériences psychiques d'un autre ordre vite, ça se fait graduellement, mais il y a des clés pour qu'il en arrive à ceci, et l'homme en arrivera à ceci. Mais dans ce processus, il aura compris que toute énergie qui fait partie de l'évolution se convertit. Donc, quand je dis que toute énergie se convertit, je veux dire que toute façon de penser se convertit, toute façon de vivre l'émotivité humaine se convertit, et toute vitalité se convertit éventuellement à partir du moment où le mental et l'émotion sont dans un nouvel ordre de choses. Mais il faut que la conscience de l'homme soit convertie. C'est ça la transmutation. Mais l'homme ne peut pas convertir cette énergie parce qu'il a une attitude mentale, parce qu'il a fait de la philosophie supramentale. C'est la vie qui le forcera à convertir cette énergie. Si le double éthérique est le résultat de la fusion, ça veut dire que tout le monde n'a pas un double éthérique à contacter. Autrement dit, on peut avoir l'illusion d'être en contact avec le double éthérique par le biais du mental, de la pensée réflexive, etc. Et ce double éthérique n'existe pas puisque fusion, il n'y a pas eu. Le double éthérique fait partie de la construction d'un corps subtil. Le corps éthérique se forme et se forme et se forme au fur et à mesure que l'âme se déforme, se déforme, se déforme. Autrement dit, c'est comme si on disait, moins il y a d'âme dans l'homme, plus il y a d'esprit. Moins il y a d'âme, moins il y a de mémoire. Plus il y a de transmutation d'énergie mentale, d'énergie émotionnelle, et c'est cette énergie-là, mentale et émotionnelle, qui crée le double éthérique. Alors, à partir de quel moment une personne peut réaliser un contact avec son double? Une personne n'a pas besoin de réaliser le contact avec son double. La personne vivra son double lorsqu'un jour il sortira de son corps matériel. C'est quand tu sors de ton char que tu t'aperçois que tu es dans la rue. Donc, c'est comme si vous me demandiez quand est-ce qu'une personne peut réaliser qu'il est dans son corps astral. Bon, je dirais, si un soir il se couche et il se trouve accroché au plafond, il va réaliser qu'il est dans son corps astral. À partir de quel moment est-ce que le double éthérique a une consistance suffisante pour qu'on en ait connaissance? À partir du moment où, si vous voulez, vous pouvez lui donner une densification pour que quelqu'un vous voie. Si vous voulez, avec le double éthérique, l'homme peut se projeter dans le temps et dans l'espace et se projeter à quelqu'un et on le voit. Ah, Jean-Paul, il est venu hier soir, je l'ai vu au coin de la rue. Le double éthérique, c'est un corps matériel. C'est un corps qui fait partie des sous-plans de la matière. C'est un corps qui peut servir l'homme autant sur le plan matériel que sur les plans subtils. Bon, mais lorsque vous parlez sans avoir accès à votre mémoire, à votre pensée, vous êtes en contact avec votre double éthérique? Ben oui. Quand je parle sans avoir à utiliser mes pensées subjectives ou mon émotivité subjective, j'utilise mon cerveau éthérique. Donc, ce cerveau éthérique, il est totalement fonctionnel. Et quand je parle, il fonctionne. Donc, si lui, il fonctionne, pourquoi moi, je fonctionnerai? Pourquoi moi, je m'en casserai la tête à penser à quelque chose? Moi, je suis bien plus intéressé à apprendre ce qu'il a à me dire. C'est comme un cerveau électronique, c'est comme une réserve, c'est comme une banque. Donc, si je veux savoir quelque chose, je le parle. Donc, je le sais. Bon.
Une personne qui commence à avoir une certaine affinité avec cette réalité, qui entreprend une communication, va avoir aussi des interférences dans cette communication. Comment est-ce qu'on peut détecter lorsque c'est le double éthérique qui est en communication ou, je sais pas, autre chose, des pensées ou des entités? Ça vient avec le temps, mais on s'en aperçoit. La règle de mesure, c'est celle-ci. Vous savez, les Grecs disaient « connais-toi toi-même ». Bon, moi, je n'aime pas cette formule grecque-là. Parce qu'elle est trop limitative, elle ne veut rien dire. Mais on peut dire « regarde tes pensées ». Regarde tes pensées. Quand tu penses quelque chose, regarde. Et si tes pensées sont réelles, tu le sais. Et si tes pensées ne sont pas réelles, tu le sais. Quand les pensées de l'homme sont réelles, il le sait. Quand elles ne sont pas réelles, il le sait. À un certain point de son évolution. Ouais, mais pas mal tout le temps. Mais c'est que le problème, c'est qu'il le réalise pas, mais il le sait. Un homme qui se ment, qui joue, il le sait. Il l'accepte, mais il le sait. Mais de côté, il le sait. Ouais, mais qu'est-ce que c'est qui le fait accepter, justement? C'est l'astral. Et l'astral, lui, est-ce qu'il interfère pas sur ce contact? Mais oui. L'astral, il peut faire n'importe quoi à l'homme, surtout si l'homme est faible, et ainsi de suite. Mais ce que je veux dire, c'est que la pensée prend son origine sur les plans très, très élevés de l'homme, et elle passe, et elle descend, et elle est astralisée. Mais l'homme, l'ego, dans sa relation avec lui-même, il sait si il ne se fait pas prendre dans le jeu de l'astral. Il le sait. Mais c'est parce qu'il l'accepte. Un homme qui est réel dans son mental, il doit supporter la réalité de son mental, donc il ne peut pas faire autrement que savoir s'il est réel ou s'il n'est pas réel. Parce que être réel n'a rien à voir avec la vérité ou le mensonge. Être réel veut dire être capable de supporter la plénitude de son propre esprit. Et ceci, ce n'est pas facile si l'homme n'est pas suffisamment fort dans le mental pour le faire ou fort dans l'émotion pour le subir. Bon, il y a des gens, en tout cas, il semble qu'il y ait des personnes qui aient compris ce rapport et qui ont institué des techniques telles que, par exemple, la dianétique, qui, dans le but, est justement de mettre la personne au clair, autrement dit, de contacter sa propre réalité au travers des interférences, au travers des entités, au travers des impressions et au travers aussi de ce qu'ils appellent, eux, des engrammes qui sont des traces qui sont laissées dans la mémoire par le passage d'une expérience sous l'effet d'un choc, etc. Est-ce que vous-même vous donnez du crédit à ce genre d'expérience technique? Moi, je ne donne jamais de crédit à rien. Je donne simplement du crédit. Je ne peux pas donner de crédit parce que je peux critiquer n'importe quoi. Mais ce que je fais, c'est d'expliquer comment l'homme fonctionne psychiquement, mémoriellement, au niveau de l'âme, au niveau de l'énergie, au niveau du plan mental. Je veux que l'homme sache qu'il pense qu'il pense. Moi, je sais que ceci, c'est la clé de la prochaine évolution. Ça, c'est la première chose. Ensuite, tout le reste, l'homme peut évaluer. Si l'homme sait qu'il pense, il peut évaluer n'importe quoi. Il peut évaluer n'importe quelle méthode, n'importe quelle philosophie, n'importe quoi. Parce qu'à partir du moment où il sait, où il réalise qu'il pense, il sera obligé de vivre sa pensée à deux niveaux. Soit le vivre à un niveau où il vit systématiquement de la désinformation, ce qui est astral, ou il vivra à un autre niveau où il est obligé de parler pour savoir, ce qui est l'aspect mental de la nouvelle conscience humaine. Donc, à partir de ce moment-là, il se créera une séparation dans le mental de l'homme, et l'homme pourra regarder n'importe quelle question, comme celle que vous me parlez, celle que vous me demandez vis-à-vis cette science, et il parlera la réponse. S'il pense la réponse, il sera astralisé. C'est impossible à l'homme de savoir en pensant. C'est une impossibilité à l'homme de savoir en pensant parce que savoir, ça fait partie de l'évolution, ça fait partie de la création
de la lumière de l'homme, ça ne fait pas partie de la réflexion. Ça ne fait pas partie de la relation entre l'homme et le monde de la mort. Donc, c'est impossible pour l'homme de penser pour savoir, ou de savoir en penser. L'homme peut simplement penser pour attirer vers lui des niveaux de vibration, de forme pensée, plus ou moins subtils, mais qui seront utilisés quelque part au cours de son expérience par des entités pour le développement d'une relation encore plus subtile entre l'homme et ses entités. Et lorsque vous tombez dans des méthodes, il y va de ceci. L'homme doit confronter toutes les sciences que nous avons sur notre planète, toutes les sciences ésotériques, toutes les sciences mentales, toutes les sciences. L'homme doit confronter les entités astrales qui sont responsables de ces sciences pour savoir où il en est vis-à-vis de ces sciences. Sans ça, il n'a aucune porte de sortie. Bon, on revient. Vous me parlez d'un engramme. Bon, Oui. je vais vous dire qu'est-ce que c'est un engramme, d'après moi, non pas d'après ceux qui en parlent. Je vais vous l'écrire. Bon, un engramme, c'est la déformation systématique d'une mémoire utilisée par l'âme pour le bénéfice de certaines intelligences dans des mondes qui font partie de l'organisation psychique de l'homme sur la Terre. Donc, un engramme utilisé d'une façon positive détruit le mental humain en juxtaposant le mental animique pour la performance sur le plan matériel des forces de domination. Ça, c'est l'engramme. Mais ça met la cause à l'extérieur, encore une fois, ça met pas Ça la... met toujours la cause à l'extérieur. Et le danger, il est là. Si l'homme n'est pas capable de regarder, de parler, si l'homme n'est pas capable de parler, bon, comment je pourrais dire? Bon, vous m'apportez une question, l'affaire de l'engramme. Non. Bon, si moi, vous me demandez qu'est-ce que c'est un engramme, je vais dire, j'ai pas lu ça, il va falloir que je lise, Oui, ok. et ensuite je vous en parlerai. Oui. Je suis fini. Il faut que je sois capable tout de suite de parler qu'est-ce que c'est de l'engramme. Vous me demandez qu'est-ce que c'est un fœtus, mais il faut que je sois capable de parler un fœtus, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est telle chose? Qu'est-ce que c'est un atome? Qu'est-ce que c'est un élémental? Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est l'espace? Qu'est-ce que c'est le temps? Qu'est-ce que c'est là? Il faut que je sois capable de le dire. Sinon, si je suis obligé de penser, je suis foutu. Parce que c'est en pensant que l'homme a été amené à perdre sa lumière. C'est par la pensée que l'homme a été amené à perdre son contact avec les circuits universels. La rupture entre les circuits universels et la race d'Adam, c'était justement à cause du fait que l'homme commençait à entrer dans son mental inférieur. Si les circuits universels n'avaient pas été coupés entre l'homme et eux, aujourd'hui, nous serions à un stage d'évolution extraterrestre. Mais c'était nécessaire que ces circuits soient coupés parce qu'il y avait un plan d'évolution, que d'ailleurs je suis en train d'écrire dans un livre, un plan d'évolution pour l'humanité qui devait durer tant de temps pour que l'homme en arrive un jour à pouvoir se reconstituer de nouvelles mémoires. Mais à partir de s'en être vécu, subi une expérimentalement pendant des millénaires. Donc la mémoire que nous avons vécue pendant des millénaires a servi à la création de nouveaux modèles de vie sur le plan astral. Ces modèles de vie sur le plan astral ont servi à la constitution éventuelle sur le plan génétique de l'évolution de l'humanité telle que nous sommes aujourd'hui. Et à partir de l'évolution, nous briserons avec ceci. Nous n'aurons plus besoin des plans des modèles de vie utilisés par l'astral. Donc, nous n'aurons plus besoin de vivre dans notre corporalité matérielle telle que nous vivons aujourd'hui. Nous dépenserons beaucoup plus de temps dans notre conscience éthérique que dans notre corporalité matérielle. Donc, nous devons, les hommes de la Terre, en arriver un jour à parler ce que nous savons, et non pas à penser à ce que nous pourrions savoir, puisque penser ne fait pas partie de l'évolution. Penser fait partie de la programmation évolutive de l'astral à travers le mental de bain. D'ailleurs, moi, je le fais dans mes séminaires avec des gens, j'en donne l'expérience. Quand on réalise que si on prend un être humain et qu'on le confronte à une question qui n'est pas de son ressort de répondre, à cause de ma
vibration, la réponse est donnée. L'être humain est surpris de savoir ceci. Et ensuite, il s'aperçoit qu'il sait ceci parce qu'il a eu de l'information télépathiquement programmée. Donc, il commence à prendre conscience que ce n'était pas lui qui savait, mais que c'était communiqué à travers lui. Et que la seule sécurité pour le temps présent qu'il a de recevoir cette information, c'est parce que moi, je suis là temporairement pour vérifier ce qu'il reçoit. Remettez cet être humain dans une condition de vie normale, où il n'a pas la capacité de filtrer ce qu'il reçoit. Il retombe encore sous le fardeau de l'astralité. C'est la situation de l'évolution de l'homme. Ce n'est pas parce qu'un être humain est très sensible et qu'il reçoit de l'information télépathique que cette information est nécessairement réelle. Regardez ceux qui vivent des expériences de haute frustration psychique, là, qui se font dire dans leur tête vends ta maison, va-t'en à tel endroit, les ovnis vont venir te chercher. Le type, il vend sa maison, il perd sa job. C'est écœurant, la manipulation. La schizophrénie, là-dedans. La schizophrénie, ça fait partie du même bal. Seulement, la schizophrénie, c'est plus avancé. C'est un niveau de possession qui va aller jusqu'à la matérialisation d'une forme astrale. Mais c'est toute la même chose. Ça vient de l'astral. L'astral se superimpose sur le conscient humain à travers le plexus solaire où il a la connexion et à travers l'œil qui devient sa vision dans le monde matériel. Expliquez-moi pourquoi je suis réfractaire au mot entité. Vous êtes réfractaire au mot entité parce que vous avez l'impression que le mot entité fait partie d'une réalité qui n'est pas réellement enregistrée dans l'organisation psychique de l'homme, mais que c'est une réalité qui fait simplement partie de l'organisation psychologique d'une instruction ou d'une science qui tend à donner ou à créer des miroirs pour que l'homme apprenne à avancer subtilement dans le monde encore indéfini d'une réalité qu'il ne connaît pas totalement. Autrement dit, des concepts forgés par l'esprit. Voilà, des concepts forgés par l'esprit. Autrement dit, c'est comme si je disais, ce n'est pas mauvais votre situation. Ce n'est pas mauvais votre situation. Parce que l'homme... D'ailleurs, ça aurait dû être comme ça auparavant. Si les hommes s'étaient méfiés auparavant, aujourd'hui, on serait peut-être plus avancé. Mais prenant votre situation publique, si vous êtes réfractaire au mot esprit, Entité, okay, au mot entité, je le comprends. Mais je dois dire qu'un jour, l'homme devra réaliser que des entités, autrement dit, des intelligences en dehors du corps matériel, libres du corps matériel existent. Oui, mais on peut pas se coltiner avec des entités. On peut pas se battre, on peut pas se mesurer, on peut pas. Peut-être pas vous, mais d'autres. Hein? On peut effectivement entrer dans leur monde, on peut effectivement travailler avec eux ou contre eux, on peut effectivement. Mais si c'est un concept forgé par l'esprit et que j'ai pas ce concept-là, il n'y a pas d'entité. Non, il existe quand même. La crainte. Regardez le phénomène de la crainte dans votre personne. Le phénomène de la crainte dans votre personne, c'est un phénomène qui vous permet de ne pas aller trop loin dans la cultivation de votre sensibilité pour ne pas amener vers le plan matériel trop de connaissances. Ce phénomène de la crainte, il est cultivé par quoi? Il est cultivé par de très très hautes entités parce que vous avez contact avec un très haut niveau d'entité. Quand je parle d'entité, je ne parle pas d'entité simplement dans le sens négatif. Autrement dit, c'est comme si Non, ça peut être une impression favorable autant que désagréable. Oui, exactement. C'est comme si je disais, il y a l'ego, il y a la lumière de l'ego, et entre les deux, il y a un champ de force. Dans ce champ de force, il y a ce que j'appelle des entités, autrement dit des intelligences qui ne sont pas corporelles. Avec l'évolution, pendant l'évolution, la relation entre la lumière de l'ego, entre la lumière et l'ego, elle était très tenue parce que la relation entre le champ de force et l'ego était très puissante. Pendant l'évolution, la relation entre le champ de force et l'ego va être extrêmement diminuée, donc la relation entre la lumière de l'homme et l'ego va être très puissante. Ce sera l'évolution. Donc,
le terme entité, le terme entité ne représente simplement un concept pour définir catégoriquement un niveau d'évolution, un niveau d'intelligence, un niveau d'organisation qui existe dans les plans parallèles. Peut-être que ça prend le concept de l'entité pour avoir justement une communication télépathique. Si quelqu'un est persuadé... Pas nécessairement. Ouais, mais si quelqu'un est Je vais vous donner un persuadé exemple. de... Il y a une personne ici dans la salle. Il y a une personne ici dans la salle qui a vécu pendant très très longtemps une communication télépathique purement sonore. Purement sonore. Des sons. Et j'ai fait l'expérience avec elle, je lui pesais ici, elle entendait un orchestre, je lui pesais ici, elle entendait du jazz, je lui pesais sur une autre partie du corps. Selon la partie du corps où je pesais, le son ou la musicalité changeait, l'instrumentation changeait, le raffinement de la musique changeait. Donc, pour montrer que le plan astral est un plan extrêmement versatile, qui est psychoélectrique. Donc, il y a une relation étroite entre la nature matérielle de l'homme et le plan astral, en relation avec son corps astral, qui devient le véhicule d'expression de ses énergies. Cette personne avait, pendant un certain temps, un problème d'ouïe. Cette personne n'entendait pas, donc toute son énergie mentale était intériorisée. Étant intériorisée, elle est devenue automatiquement susceptible à cette énergie interne, ses centres psychiques se sont développés, et il est venu un point où elle n'entendait pas de voix qui lui parlait, mais elle entendait constamment de la musique. C'est une forme de possession. Alors je lui ai dit, pour couper ceci, allez chez le médecin, achetez-vous des machines pour mettre dans vos oreilles, pour descendre le taux vibratoire de votre conscience astrale, et maintenant qu'elle a fait ceci, elle entend mieux, et il y a moins de musique dans la tête, et d'ici à une couple d'années, il n'y aura plus de musique dans la tête. Donc, le phénomène de l'enthétisation, n'est pas simplement du domaine psychologique, il peut être du domaine sonore. Et pour les gens qui sont astraux, pour les gens qui sont sensibles, pour les gens qui font des expériences dans l'invisible malgré eux, pour des gens qui vivent la folie, pour les gens qui sont dans les asiles psychiatriques, pour les gens comme moi qui ne sont pas dans les asiles psychiatriques mais qui devraient l'être, il y a effectivement des mondes parallèles. Et l'homme, un jour, sera obligé de défaire ce qui a été fait par ces entités pour cacher le secret de l'organisation totale de la conscience humaine. L'homme ne peut pas aller indéfiniment et se cacher à travers les investitures de la psychologie ou de la philosophie matérialiste pour dire, mais ça, c'est pour les belles, les femmes, ou ça, c'est les psychiatres, ou les psychologues, ou les gens savants. Et je connais des gens très, très savants qui s'intéressent à ces choses. Ces gens, demain, seront obligés de s'intéresser à ces choses et de les comprendre, parce que ces choses, une fois comprises, feront en sorte que l'homme ne vivra plus sa conscience sur le plan matériel comme auparavant. Moi, je respecte très bien la question que vous me posez concernant les entités. Moi, je me mets dans votre peau lorsque j'avais 29 ans ou 30 ans avant la fusion. Et si on m'avait posé ou si on m'avait parlé de choses dont moi je parle aujourd'hui, j'aurais posé la même question. Mais je donne aujourd'hui l'avantage à l'homme oriental et à l'homme occidental de regarder un petit peu plus loin que son nez. Ce que je veux dire, en acceptant le concept de l'entité, est-ce qu'on n'est pas en train de donner du crédit, justement, à l'astral de la provoquer? Non, c'est le contraire. C'est quand vous refusez le concept de l'entité. Regardez comment c'est établi. Vous voyez la vibration? Voilà. C'est subtil, hein? Oui. Moi, je l'ai senti, les vibrations, tout de suite. Aussitôt... Écoutez. La lumière, ce qu'on appelle la lumière, c'est la force créative dans l'homme, OK? Elle est prépersonnelle. Elle fait partie de l'homme, intégrale. La lumière n'a aucune relation avec la réalité. La lumière n'a aucune relation avec la réalité. La réalité est l'expression de son mouvement dans le temps et dans l'espace. Quand l'homme vivra la lumière, il vivra la création des conditions spatio-temporelles de son psychisme. Donc, il sera libre à explorer toutes les dimensionnalités spatio-temporelles de sa réalité. Donc, que ce soit une réalité matérielle, psychique, vitale, mentale, émotionnelle, astrale, mortelle, pourquoi?
La lumière, c'est un mouvement d'énergie créative. L'homme doit être réceptif à cette énergie puisqu'elle fait partie de lui, puisqu'elle le constitue. Mais problématiquement, à cause de son évolution, l'homme ne vit qu'une très faible partie de cette énergie. Pourquoi? À cause de sa mémoire. Pourquoi? À cause de son âme. Pourquoi? À cause de ses liens émotifs avec la mémoire de l'humanité. À cause de ses liens avec le besoin de connaître le vrai et le faux. C'est le plus grand outil de l'astral. L'homme doit avoir la force de définir le réel. L'homme ne peut pas subir la définition du réel à partir d'une pensée qui lui est imposée par programmation. Il doit lui-même définir le réel. Et lorsque l'homme vit c'est fatigant cela. Lorsque l'homme vit son énergie, à quelque niveau que ce soit, qu'il parle de science, de physique, de génétique, de lumière, d'âme, de n'importe quoi. Lorsque l'homme vit cette énergie et qu'il la rend par la parole, il ne peut pas la rendre plus grande qu'il peut la supporter. C'est impossible. Moi, je ne peux pas parler plus dans le monde que je puisse supporter de cette lumière. Sinon, je crève. Donc, dans 2 ans, je parlerai plus. J'aurai plus de force. Dans 10 ans, j'aurai plus de force. Pourquoi est-ce que j'écris entité égale espace mental? Fusion égale vide mental. Où est l'entité dans le vide mental de la fusion? Entité égale espace mental parce que l'entité vit dans le mental de l'homme. L'entité vit. Oui. Le monde, Mais dans votre cas, si vous vivez du vide mental, si vous êtes le produit, le double éthérique de la fusion, donc du vide, de l'absence, oui. Où est l'entité là-dedans? Comment pouvez-vous communiquer avec des entités si vous n'avez pas de... S'il y a un vide mental, il faut vous créer quelque chose, une forme? Non, je crée par la parole. Je communique par la parole. À ce moment-là, est-ce que vous ne créez pas l'entité par la parole? Non. Comme un support? Oui, c'est intéressant. Votre question est intéressante. On ne peut pas créer une entité par la parole parce que la parole ne sert pas à créer une forme, elle sert à déplacer de l'énergie. La pensée, elle, sert à créer une forme. Mais la parole ne sert pas à créer une forme, elle sert à déplacer de l'énergie. C'est pourquoi la parole demain sera pour l'homme sa plus grande sécurité, parce qu'elle ne crée pas dans le monde mental de l'homme de matérialité ou de substances qui peuvent être utilisées par les entités contre lui. C'est pour ça que l'homme qui a la parole n'a plus besoin de connaissance. C'est pour ça que l'homme qui a la parole peut vivre dans le vide mental. C'est pour ça que l'homme qui a la parole n'a pas besoin de penser. C'est l'homme de demain. Tandis que l'homme qui vit par la pensée, il est obligé de nourrir les entités qui font partie de son espace mental. Et plus ces pensées changent, se transmutent, plus elles deviennent intelligentes, plus ces entités deviennent intelligentes. Bon. Si on essayait de mettre le doigt sur le caractère d'une entité, pouvez-vous me spécifier des entités, là, au niveau peut-être psychologique, au niveau des impressions? C'est quoi ces entités-là? OK. Ça, c'est très intéressant, cette question. Vous venez au monde dans une famille pauvre. Votre père, c'est un homme autoritaire. Tête de cochon. Votre mère, c'est une femme qui est bonne, mais faible. Vous grandissez. Et l'autorité de votre père vous marque. Il vous marque. Elle vous marque. Elle vous marque. Elle vous marque. Pendant des années et des années. Donc, astralement parlant, vous développez une sorte d'insécurité psychologique au niveau de l'ego. Par contre, la bonté, la sensibilité de votre mère vous permet de garder une sorte de raffinement instinctuel au niveau de la sensibilité. Au fur et à mesure que vous avancez dans la vie et que vous allez dans le monde et que vous allez chercher de la pensée ou que vous nourrissez des pensées, les pensées que vous allez nourrir seront en fonction de votre force et de votre faiblesse. Donc, il y aura en vous de l'entité qui sera reliée à l'activité astralisante de votre père. Il y aura en vous des pensées qui seront reliées à l'activité astralisante de votre mère. Donc, vous pouvez très bien avoir 2 entités
qui sont connectés à votre psychisme. Si votre père a été très, très autoritaire et réellement dur, vous pouvez vivre une connexion avec une entité sur ce plan qui vous amènera au cours, par exemple, de certaines conversations avec le psychologue. À ce que le psychologue vous dise, écoutez, vous avez des relations avec un père qui a été de telle façon, vous avez des relations avec une mère qui a été de telle façon, lorsqu'en fait, ce sont des entités de telle façon qui ont donné à votre père et à votre mère telle façon, qui ont fait connexion avec vous continuellement de telle façon. C'est un jeu. C'est un jeu. Et c'est ça que l'homme nouveau découvrira. C'est un jeu. Moi, je connais des gens qui se sont, pendant des années, flagellés de leur tempérament, de leur caractère, et ainsi de suite.